19h, entre chien et loup. La ville s'enveloppe d'une ambiance feutrée. Vous vous tenez devant une discrète porte semblable à tant d'autres. Seules quelques vibrations profondes trahissent l'effervescence enfouie en ces lieux. Vous vous lancez et toquez. En un instant, vous voici dans un grand hall sombre. L'ambiance se fait plus présente. Les pulsations deviennent les contours d'une musique sur laquelle se mêle le bourdonnement de conversations animées. Devant vous se tiennent quelques personnes qui vous observent. Vous déclinez votre identité et vous présentez brièvement. Après une concertation, l'un d'eux se retourne vers vous et acquiesce de la tête. Vous êtes validé. On vous dirige alors le long de ce grand hall. Les sons se font plus précis. Vous distinguez des timbres de voix de femmes, d'hommes qui de concert se plaisent à rire. On vous ouvre alors la dernière porte. Vous êtes à la taverne des Braves. C'est dans une ambiance chaleureuse et lumineuse que se mélangent une musique enjouée et des conversations aux tonalités souriantes. Autour des tables, on se souvient, on se découvre, on rigole, on débat, on vit. Chaque regard que vous croisez vous accueille d'un large sourire. Vous vous sentez chez vous. Au fond de la pièce, l'éternel groupe de ceux qui restent debout discute hardiment des sujets qui leur passent par la tête. Ça se chamaille, ça se taquine, ça rigole, ça raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Le tout dans des joutes verbales anarchiques et joyeuses. Soudain, le calme se fait, les conversations tournent au murmure. De l'autre côté du zinc surgissent les barman hissant fièrement leurs potions. La taverne exulte. Vous vous installez sur une chaise haute et regardez ces serveurs jongler avec les mots et préparer des cocktails de thèmes enjoués et enivrants. La soirée peut enfin commencer. Vous êtes au comptoir des Braves. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir aux braves vérifiés, bonsoir aux braves certifiés qui sont les meilleurs, ça on le sait. Et bienvenue dans ce tout premier épisode du comptoir. Suite à cette intro, vous avez compris, vous avez joué des coudes pour arriver enfin au zinc. Et ce soir, l'équipe qui vous a concocté des rubriques dont vous allez vous délecter, nous avons Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, ce soir, ta rubrique, c'est Génie occidental, génie occidentaux. Tout à fait. Ensuite, nous aurons notre cher Alphonse White. Bonsoir. Avec ta rubrique à braque. Et puis, on finira avec un petit peu de détente. Et moi, je vous parlerai, en cette période d'Halloween, de 5 films qui peuvent être intéressants à regarder. Alors, de l'horreur, évidemment, mais un type d'horreur bien particulier. Alors, on va commencer par toi, Mathieu. Et ta rubrique Génie occidental, génie occidentaux. Alors, tu avais choisi de nous parler de quoi ? Je voulais parler avec vous et vous présenter le ciment artificiel. D'accord. Existe-t-il du ciment naturel ? Eh bien non, il n'existe pas de ciment naturel. Voilà, déjà, pléonasme de retirer de la liste. Très bien. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Alors, en quoi c'est du génie occidental, génie occidentaux, ça d'ailleurs Eh ben, ça n'existait pas et on n'avait pas d'utilisation avant que le génie occidental s'en empare. D'accord. Mais ça date de quand, tout ça ? Oui, attends, pour moi, parce que moi, je comprends rien, je suis à citadin. C'est quoi du ciment, en fait ? Moi, je connais les trucs de base, genre pâte à crêpes, tout ça, mais qu'est-ce que ça fait, en fait ? Quel rapport avec le mortier ? Comment ça se passe ? Non, ça fait beaucoup de questions, Il faut revenir 3 siècles en arrière. 1750. Vos bouillonnants, effervescents, qui vont poser les bases de notre modernité. Et c'est à cette époque que le ciment artificiel va faire ses débuts. Alphonse, tu demandais qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on en faisait, etc. En fait, avant, on avait des sortes de ciment, c'était la chaux qu'on utilisait. Depuis des milliers d'années, l'Empire romain, les Grecs, etc., c'était de la chaux, du carbonate de calcium, qu'on mélangeait avec du marbre, avec des briques, avec du sable. Ça servait à la fois de liant pour faire des constructions et ça servait aussi à des fins artistiques, pour faire des fresques par exemple. Les Romains étaient très forts là-dedans, du temps de César et du temps du premier empereur Auguste. Et en fait, les Romains ont théorisé ces utilisations. Et c'est ce qu'on a utilisé pendant presque 2000 ans, des Romains jusqu'au XVIIe siècle. Voilà.
Pendant près de 2000 ans, on a utilisé quoi alors? Cette espèce de mélange La chaux, Le chaux. avec du sable. Le chaux. D'accord. Et c'était pour quand toutes vous les avez... constructions, en fait. Pour tout. Ouais, ce qu'on appelait la chaux vive, la chaux éteinte, ce qui servait en fait de ciment entre les briques ou entre les pierres, dans les murs, etc. quoi. C'est toujours ce qu'on utilise pour les briques, etc., j'imagine. Et ben du coup, non. Du coup, ça a ses limites, la chaux. Et le génie occidental a créé la version un petit peu 2.0 de ce qui était utilisé depuis plusieurs milliers d'années pour obtenir un matériau avec des propriétés supérieures qui permettaient de repousser les limites existantes des constructions. D'accord. J'étais en train juste de m'interroger parce que j'étais encore bloqué sur la chaux. C'est le truc blanc là qu'on voit. C'est Tout ça, à fait. Ouais, tout à fait. Je me souviens de ça dans Apocalypto, je crois. Il y a un passage. Mais les Romains, par exemple, mélangeaient du marbre ou de la brique broyée avec pour donner des petites colorations. Tu peux le colorer en fait, en introduisant des pigments naturels dans la masse. Mais je crois qu'il y a même... Alors après, c'est un peu con, hein, mais je crois qu'il y a ça aussi dans Assassin's Creed Odyssey, puisque c'est la période ptoléméenne de l'Égypte. Donc on n'en est pas loin. Et je crois qu'il y a un passage justement avec une fabrique de chaux. En train de nous dire qu'il n'y a pas de ciment dans les pyramides, Ambrose. J'aurais cru qu'on avait trouvé la solution, enfin, le secret, quoi, merde. En tout cas, il n'y a pas de ciment du génie occidental. Ah bon, à l'époque, les Égyptiens étaient blancs, mais bon, passons. Alors ça c'est un autre débat, monsieur. Moi, je on pense en parlera à la terrasse. Voilà, c'est un sujet pour la terrasse, exactement. Mais bon, alors, avant... donc, ce ne sont pas les bâtisseurs qui ont transcendé, on va dire, la chaux pour faire du ciment 2.0. Alors, c'est qui a fait ça, Mathieu? Eh ben, c'est un Français qui s'appelle Louis Vicat. Il est né dans la Nièvre, à Nevers. Fin du 18e, mais il a sa vie qui est centrée. J'avais envie de faire une petite blague. C'est précis ça comme horaire de naissance. Il est né à 9h. Mal. Mais j'ai pas l'année. J'ai que l'heure. Non, alors ce Vicat, il avait tout de l'élève modèle à l'école. Terminé premier, et il a été repéré, détecté par un certain Joseph Fourier, un éminent scientifique, mathématicien français de renom. Il est à l'époque préfet de l'Isère. Joseph Fourier, il savait pas quoi faire de ses week-ends, donc il avait créé l'école polytechnique, une des meilleures écoles d'ingénieurs du monde. Et donc il a repéré ce petit Louis Vicat et il a décidé de l'envoyer à l'école polytechnique. Bon, là-bas c'était trop simple pour lui, donc il a survolé sa scolarité. Il avait comme copain des non moins illustres scientifiques comme Augustin Fresnel, père de l'optique moderne, comme tout le monde le sait, et également Augustin Cauchy, très, très grand mathématicien français encore à l'époque. Donc les grands noms côtoient les grands noms et les génies côtoient les génies. Et donc Louis Vicat, il va être nommé à l'époque par Napoléon pour réaliser la construction d'un pont, afin de favoriser les mouvements des troupes au-dessus de la Dordogne. La Dordogne, rivière tumultueuse, pose beaucoup de problèmes avec les techniques et les connaissances de l'époque. Et donc Louis Vicat va essayer en fait de faire une sorte de chaux amélioré, de produit qui va pouvoir apporter une consistance mécanique, physique, supérieure à ce qui existait à l'époque. Et un peu comme une optimisation de recettes de pâte à crêpes, il va essayer différentes méthodes. Et ça va déboucher. J'avais envie de dire, il a peut-être demandé à mon ex, parce qu'en recette de pâte à crêpes, c'était un vrai mélange pour ciment. Bah écoute, il s'avère qu'il a eu, je crois, 4 enfants, donc il connaît peut-être ton ex, effectivement. Ce sera coupé au montage, parce que celle-là, elle était vraiment mauvaise. Ça rajoute de l'authenticité, en gros. Comme disait Mathieu, c'est les grands esprits fréquentent les grands esprits, c'est le comptoir. Donc voilà. Exactement. Après 9 heures. Alors notre ami Louis Vicat, à force de travail, il va réussir en fait à inventer la recette du ciment artificiel. Et la recette qu'il va inventer 1815, 1816, 1817, il a publié ses travaux, c'est difficile exactement de dire à quelle date précisément
il a finalisé son invention. Cette recette, c'est la même qu'on utilise encore aujourd'hui. Là, on dit en 2023, en 2023, on utilise toujours la même recette pour faire les constructions en ciment. Que ce soit l'Arche de la Défense ou le viaduc de Millau, même recette. C'est quoi la recette? Et oui, ce que j'allais dire, parce que vas-y, balance la recette, parce que peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés. Parce que moi, je peux balancer celle de mon ex, mais... Alors, la recette, sans rentrer dans le détail, on a du carbonate de calcium, on a des argiles, on a de la chaux qui rentre aussi. C'est les éléments qu'on met à l'intérieur, et puis après, c'est les étapes qu'on va faire. En fait, on va cuire ces éléments. Il va y avoir différentes réactions, il va y avoir une décarbonatation, il va y avoir une déshydratation. Ça se passe autour de 1300 degrés à peu près. Il aura réussi à conceptualiser une réaction chimique extrêmement complexe. Pour simplifier, pour vulgariser, on va déshydrater pour pouvoir réhydrater. On va mélanger des roches, on va enlever de l'eau, on va enlever du CO2, de manière à ce que quand on rajoute de l'eau, on va recapter du CO2 et puis ça va refaire une roche très solide. Pour simplifier, vous prenez les réactions qui se passent dans les volcans, qui font les roches, le basalte, les granites, etc. En fait, il a réussi à synthétiser ça, à artificialiser les processus naturels géologiques de la Terre. Rien que ça. Mais putain. Mais rien que ça, je rappelle que les Romains, les Grecs et Charles Martel utilisait les mêmes procédés. En fait, il a mis fin à plusieurs millénaires de stagnation des connaissances de la construction. Et mine de rien, le ciment, c'est quelque chose qui nous paraît parfois un peu, ou très souvent, on va dire très loin, très distant, mais chaque humain de la planète en consomme l'équivalent de 300 kilos par an. Parce que quand vous envoyez vos gamins à l'école ou quand vous allez au comptoir de la taverne, il y a des constructions en ciment qui sont faites. Canalisation, trottoirs, routes, bâtiments, etc. Chaque humain, par an, consomme 300 kilos de ciment. Voilà. C'est un peu plus que notre consommation de pâtes. Okay, mais t'entends quoi par consomme? Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que t'entends par on consomme 1 kilo de ciment par jour? Parce que pour moi, à la rigueur, moi, ça me fait penser au SMECTA quand tu dis ça. Eh ben, voilà, mais que tu veux dire consommer, c'est consommation indirecte. Ramener à la population. Les consommations indirectes, pour tout ce que tu fais au quotidien, il y a 1 kilo de ciment qui est utilisé par personne. Voilà. Quand tu vas prendre le métro, par exemple, il y a eu du ciment qui a été utilisé. Quand tu vas faire tes courses, il y a eu du ciment qui a été utilisé. Et donc ce besoin en construction permanent, perpétuel, fait que chaque année, chaque humain de la planète, on est au moins 8 milliards maintenant, je pense, 7-8 milliards, consomme 1 kilo de ciment. C'est-à-dire que chaque année, on consomme entre 7 et 8 milliards de kilos de ciment dans le monde. Tous les ans, 7-8 milliards de kilos de ciment. C'est pas très décroissant, mais bon, au moins nos parkings sont propres, quoi. Eh ben, dis donc. Et donc tout ça par un Français, Monsieur Vicat. Pas n'importe quel Français, c'est-à-dire c'est un Français très humble. Il a refusé la majorité des distinctions de son vivant. Il a refusé, par exemple, il aurait pu être inspecteur général, il a refusé le grade. Il a pris sa retraite, il a continué à travailler dans son coin jusqu'à sa mort. Il a été nommé inspecteur général honoraire à titre posthume, mais il a eu d'autres reconnaissances. Je crois qu'il est commandeur de la Légion d'honneur, il a la médaille de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, il est membre honoraire de l'Académie des sciences et des arts de Boston. C'était d'ailleurs, il était à sa manière mécène, parce qu'il a posé aucun brevet sur le ciment. Il voulait que ce soit diffusé au plus grand nombre. Et c'est un Tesla du béton, quoi. Exactement. Et il donnait ses conseils gracieusement à tous. Il recevait chez lui les architectes, les maçons, les entrepreneurs, les ingénieurs qui venaient chez lui prendre conseil sur les constructions, les techniques de l'époque. 0 brevet et gracieusement, il conseillait tous ses pairs, quoi. Et ses travaux ont aussi inspiré d'autres personnes. Un autre polytechnicien très connu, Henri Le Chatelier, immense chimiste scientifique français, qui a posé les lois des équilibres chimiques, les bases de la thermodynamique, etc. Henri Le Chatelier s'est inspiré grandement. D'ailleurs, il a
Il a continué les travaux de Vika. C'est inspiré grandement des travaux de Vika, quoi. Donc j'ai presque envie de dire que la chimie moderne part de cet homme-là. Et quand on regarde les noms, voilà, Louis Vika, il a été envoyé à Polytechnique par Joseph Fourier. Il traînait à l'école, il allait racketter les CP avec Fresnel, qui est le père de l'optique moderne. Chacun le sait. D'ailleurs, j'en parle dans ma rubrique. Moi, je le savais. Moi, je le savais, moi, en tout cas. Et d'ailleurs, Balzac, je ne sais plus dans quel bouquin, avait cité Vika. Et il disait... Là, ça fait 10 secondes que j'essaie de trouver une blague sur un titre de roman de Balzac en mettant béton dedans, mais comme j'en ai aucun Balzac, c'est pas le mec qui vient des volcans, là, dont il parlait? Basalte? Non, bref. Et qui s'appelle Oriot Balzac. Qui s'appelle Oriot Balzac. Bravo, on se calme, là, on s'auto-congratule avec des merdes. Balzac disait de Louis Vika: quelle sera la récompense de Vika, celui d'entre nous qui a fait faire le seul progrès réel de la science pratique des constructions. C'est pour dire la reconnaissance qu'il a a posteriori, mais aussi de son vivant. C'est-à-dire que des gens comme Balzac encensent Louis Vika. Donc, quelle sera sa récompense? Sa récompense, il l'a eu. Il a eu une rente à vie. Napoléon lui a dit... Moi, sa récompense, elle était l'ironie du sort, c'est qu'il allait être mentionné dans le comptoir des braves. Comme si c'était une grosse récompense. Moi, je m'attendais vraiment à un truc, c'est une fin tragique, un peu du genre, il est mort dans l'oubli, quoi. Bah non. Non. Ouais, après, il faudrait faire la fine bouche. T'es cité par Balzac et t'as une pension à vie par Napoléon, c'est autre chose qu'être cité par Mathilde Panot et puis d'avoir une pension à vie à la CFDT, quoi. On n'est pas sur la même échelle de puissance. Ouais, c'est pas le même domaine. C'est deux salles, deux ambiances. Personnellement, j'ai personne dans ma famille qui a été cité par Balzac. Moi, j'ai jamais cité Balzac, par contre, aussi. Moi non plus, j'ai d'ailleurs jamais lu. Je pense que j'ai lu sous la contrainte d'un professeur de français sadique, mais... À chaque fois que je mets une virgule, c'est une virgule balzacienne. Je ne cite que des virgules de Balzac. D'accord. Virgule. Eh ben, écoute, au moins on le saura. Donc, en tout cas, Louis Vika, voilà, le génie occidental. On aurait pu l'appeler comme ça, la rubrique. Au moins, on le saura, c'est pas mal. J'ai une petite conclusion autour de Louis Vika. J'ai envie de dire que Louis Vika, au génie occidental, génies occidentaux, Louis Vika, c'est un homme hors de son siècle. Dans quel sens? Hors de son siècle parce qu'il a traversé les époques. C'est-à-dire qu'il a obtenu la consécration, la reconnaissance par ses pairs, la reconnaissance par des génies de son époque, de son vivant, mais ses travaux, ses contributions nous arrivent encore aujourd'hui. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de vrai progrès? Ça, c'est d'ailleurs une vraie question. Il n'y a pas eu de vrai progrès depuis ce moment-là, anciennement, en fait? C'est inchangé, en fait. Ça reste inchangé. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le ciment que tu utilises pour faire le viaduc de Millau ou l'Arc de Triomphe, ou l'Arche de la Défense, pardon. C'est la même recette qu'il a inventée il y a 200 ans. Pour la petite anecdote, la première construction en génie civil du monde en ciment artificiel est en France. C'est le pont de Souillac qui passe au-dessus de la Dordogne. Il a 200 ans. L'année prochaine, il fête ses 200 ans. Il a été construit en 1823. Il a été achevé en 1824. 2024, il fêtera ses 200 ans. C'est la première construction du monde en ciment artificiel et c'est la plus ancienne. Et elle est toujours debout. Elle est toujours debout, elle n'a pas bougé. Vous pouvez toujours aller le voir à Souillac. Un magnifique pont. Immense contribution, je veux dire, aujourd'hui. Vous allez à Rio de Janeiro, vous allez à Jakarta, vous allez à Canton, vous allez à Hyderabad, vous allez à Vladivostok, à Pyongyang. Partout où vous voyez ces constructions en ciment, il faut se rappeler que ça a été créé par un Français, coopté par Joseph Fourier, un génie mathématicien, sur ordre de Napoléon, pour à la base faire traverser les troupes au-dessus de la Dordogne. Et ces travaux, aujourd'hui, servent à faire des constructions, des maisons, des écoles, des parkings, des aéroports, etc., partout dans le monde. Et ça, partout où vous allez sur la planète, derrière, il y a historiquement la patte de Louis Vika, un Français, un génie occidental, parmi des génies occidentaux. Et ce sera la merveilleuse conclusion de la rubrique, alors. On aurait pu, en gros, utiliser le concept de pont pour faire une transition, peut-être. Mais bon, t'as pas été très inspiré. Tu m'as même pas laissé le temps de le faire, en fait. Exactement. Voilà, donc je viens de regarder ma montre. Afin de rationaliser le temps, on va faire sauter la rubrique d'Alphonse.
Yes. C'est mérité. Voilà, C'est c'est mérité mérité. peut-être. Dans la rubrique Abrac aujourd'hui d'Alphonse, tu vas nous parler de... Si tu veux, j'ai été inspiré par l'histoire de génie occidental de notre ami Mathieu et je voudrais parler d'une œuvre culturelle qui résume parfaitement notre bonne civilisation. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui va un peu rehausser le niveau, vous parler de canards. Mais d'abord, parlons plutôt de l'Europe. L'Europe, c'est le berceau de notre bonne civilisation et du progrès avec un grand P. Chez les Braves, nous aimons l'Europe et nous voulons la transmettre aux auditeurs vérifiés et non vérifiés. Mais pour moi, étrangement, celui qui transmet le mieux cet esprit et cet héritage européen n'est pas un homme, c'est un canard. Il s'agit de Balthazar Picsou, l'oncle Picsou, Scrooge McDuck, et on va voir pourquoi. Mais tout d'abord, en intro, artificiellement, j'ai envie d'augmenter la qualité de mes propos. Je vais utiliser le concept de contraste. Je vais commencer par citer quelqu'un de complètement con. Donc, il s'agit d'un commentaire que j'ai glané sur le site du Figaro au cours de mes recherches fiévreuses de dernière minute sur le sujet de Picsou, ce week-end et puis lundi soir. Donc, ce commentaire disait, et je cite, « Je ne sais pas encore si je vais apprécier cette BD. » Et ça parlait de Picsou, bien sûr. Mais je me souviens parfaitement avoir toujours été mal à l'aise avec ces histoires classiques de Picsou et Donald. Tout était centré sur l'argent, en avoir ou pas, en gagner ou en perdre. La vie était résumée à un stress permanent autour de l'appât du gain, comme une partie de Monopoly sans fin et sans pitié. Pas de quoi donner aux enfants l'envie de grandir et d'arriver dans ce monde desséché, sans culture, sans perspective autre que matérialiste. À l'époque, vers 1973, Steve Gadget était l'exact opposé. On n'y parlait jamais d'argent, et les héros étaient pleins d'idéaux, etc., etc. J'ai coupé. Donc ce commentaire m'a révolté, bien sûr, moi qui suis fan de Picsou. J'ai le regret de vous informer d'ailleurs que si vous pensez que l'oncle Picsou n'est qu'un vulgaire canard plutocrate, vous entrez aussi dans cette grande et chaleureuse catégorie qui est la sous-humanité. Alors moi, à titre perso, j'irais pas aussi loin que plutocrate et tout ça. Pour moi, c'était un canard qui se baignait dans ses dollars. Oui, mais on parlera du baigner dans son pognon. Mais généralement, voilà, le français lambda pense que c'est un matérialiste. Enfin voilà, que c'était quelqu'un de malsain. Donc, je sais pas si vous aviez lu Picsou étant jeune. Alors moi, personnellement, je suis pas mal passé à travers de Picsou. Je connais les protagonistes principaux. Hein. J'étais un fan de Donald quand j'étais gamin. On tient peut-être l'explication aux mésaventures de ta vie et à tes errements. C'est peut-être un lien avec le manque de la bonne influence de notre ami Picsou. Voilà. Exactement. Et à chaque fois rencontrer des Daisy qui préfèrent les Gontrans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est Donald, du coup. On parlera du love interest de Picsou. Oui, Donald est un énorme cuck, mais Donald est là pour représenter le citoyen lambda. Et Picsou est là pour viser un peu plus haut. Pour relever le niveau. Ouais, relever le niveau, c'est ça. Ouais, bah du coup, comme vous, j'ai découvert Picsou pendant ma jeunesse. Ma jeunesse malheureuse où je n'avais rien d'autre que mes Picsou Magazine à me mettre sous la main. Ça m'a permis de... Ouais, Picsou, il y avait... je crois que c'était les premières fois que si je me souviens, je voyais, ils vendaient aussi des versions plus épaisses avec tous les anciens numéros. C'était la première fois que j'ai vu ça. C'était les Super Picsou géants. Voilà, les Super Picsou géants, c'était idéal pour l'été et les départs en vacances. En fait, voilà, c'était vraiment le truc que les parents achetaient pour partir en vacances. C'est là qu'il y avait énormément de pages. Il y avait les choses intéressantes parce que Picsou Magazine, c'était de la merde, plus ou moins. Il y avait un gadget à la con. Mais voilà, là, il y avait la vraie sève de l'histoire. La vraie sève dans les Picsou géants. Ça. Exactement. Esprit totalement capitaliste, de toute façon. C'est-à-dire qu'on te revend quelque chose que tu as déjà acheté, mais c'est un peu le packaging est différent. Oui, bah, c'est ça. C'est tout baiser. Mais du coup, ce week-end... je me suis dit que je parlerais de Picsou, donc je me suis retapé en vitesse une œuvre principale, c'est La jeunesse de Picsou. Je l'ai lu en anglais parce que je le trouve pas en français. Et puis bref, l'original. Qui a d'ailleurs, on va dire, servi de base pour la rédaction de la Genèse. Hein. Tu parlais de la Genèse de Picsou, mais c'est la base de la Genèse tout court. Oui, c'était la jeunesse, mais oui, Genèse, j'imagine la même racine, en tout cas ça sonne pareil. Donc oui, c'est le... Mais si on parle vite fait du concept de Picsou pour faire l'historique, comme on a fait l'historique du ciment, on va faire l'historique de Picsou. Au moins une invention qui nous touche autant, je pense. Donc on a un Américain qui s'appelle Karl Barks, et non pas Karl Marx, qui crée le personnage en 1947.
Bah, moi, je reste que sur 2 auteurs, parce que le reste, je considère que c'est de la merde. Et donc, il y a 2 auteurs qui sont Ça, au canons, moins, comme on c'est dit. clair. Non, mais je dis ça parce que j'ai aussi eu la flemme de les lire. En même temps, il y a des milliards d'histoires. Et donc, il y a Karl Barks Un qui crée le multivers personnage. Picsou, en fait, c'est ça. Il y a un multiverse, clairement. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'animés. Je crois qu'il y a une série, mais c'est considéré comme une hérésie. Donc il y a ce type-là qui crée le personnage en 47, et puis ensuite il y a un Italo-américain classique qui font des bons trucs en général, Don Rosa, qui reprend le truc dans les années 70 ou quoi. Donc ça, c'est le résultat de mes recherches. Donc la précision est maîtresse. Donc en fait il reprend tous les œuvres qui avaient été faites à l'arrache, par-ci par-là, et il en fait une grande bible de Picsou chronologique et cohérente. Donc c'est ça que j'ai lu. Je me concentre là-dessus parce que de toute manière, cet auteur-là, il est juste au-dessus de tout ce que j'ai vu d'autres. C'est-à-dire que les mangas, la Bible, tout ça, tu le prends, tu le fous au feu, enfin, ça sert plus à rien, quoi. Tu sors la jeunesse de Picsou, et là, tu revis. Là, tu peux vivre. À Donc ce la point-là, qualité du dessin, vraiment, ça c'est moi, je suis un c'est peu extrêmement enthousiaste. péremptoire. Ouais, non, mais je vois que c'est extrêmement péremptoire. C'est-à-dire que là, on peut tout jeter, rien n'atteint la jeunesse de Picsou. Pour moi, c'est possible. Mais du coup, oui, les dessins sont pas mal. C'est extrêmement dense, hein. Je vous avais filé une image vite fait, et les plus youtubesques d'entre vous auront regardé la vidéo du joueur du grenier, dont Ambrose Voilà ce que j'allais dire. Si vous voulez voir des détails sur les images, allez voir la vidéo du joueur du grenier. Mais non, mais c'est un choix un peu malencontreux, puisque tu n'étais même pas au courant en fait qu'il avait sorti au courant, cette je ne vidéo. le suis pas, contrairement à toi. Mais donc voilà, il y a un détail de fou qui plaira aux HPI, qui sont nombreux parmi les bras. Autodiag. Voilà. Autodiag, bien sûr. Alors, déjà, si Ambrose, tu crois que Picsou est juste un canard, tu te mets la palme dans l'œil. Donc, Pas mal, très joli. Ah, ça. Voilà, donc le créateur le souligne, il s'agit bien d'un humain à peine caricaturé. Donc c'est pas le Mickey qui est super niais, enfin j'ai toujours trouvé ça niais, ou Tintin qui est extrêmement parfait, et même trop parfait, et puis même la rumeur comme quoi il aurait été inspiré par De Grelle ne le sauve pas. Enfin, je trouve que ça reste trop cucu, les histoires de Tintin, disons. Donc là, il y a vraiment tous les bons et les mauvais côtés de l'humain. D'ailleurs, il évolue dans le monde réel, entre 1867 et 1967, et les auteurs ont fait un travail de fou au niveau recherche historique et géographique, et rien que pour cela, l'œuvre elle est déjà utile à lire, parce que tu te chopes des références sur tout. Je vais encore aujourd'hui. Une capsule temporelle, c'est ça ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, mais même au niveau de l'histoire, je veux dire, j'ai lu tout ça, et au final, ça m'avait donné plutôt une bonne culture générale, et il m'arrive encore de survivre à il m'arrive de survivre à des conversations mondaines en puisant entièrement dans les références que j'ai acquis en lisant Picsou. C'est vrai, ça? Putain, c'est incroyable. Ouais, bien sûr. Non, mais attends, c'est-à-dire qu'on peut survivre dès qu'un type parle de je ne sais quoi, parce que Picsou a vécu énormément de choses, on va le voir vite fait. Et puis il a rencontré plein de personnages historiques, parce qu'il évolue dans le vrai monde, même si tous les personnages sont des animaux anthropomorphes. Donc voilà, ça, c'est pas mal pour la culture. Donc voilà, il a tout fait, quoi. Far West, ruée vers l'or, avènement de l'automobile, conquête de l'Afrique profonde. Donc tout y est vraiment. Alors, niveau politique, s'il y a des trucs qui sont communiqués, déjà le créateur de Picsou est un bon gros droitard américain qui distribue la pile à la chaîne. Il fait des histoires, des paraboles libertariennes, etc. Bon, voilà, c'est le rêve américain vraiment incarné. Ensuite, celui qui a repris derrière, lui est quand même un gauchiste beaucoup plus coulant, mais malgré ses idées politiques, il a quand même, malgré lui, transmis des valeurs super saines via ses bouquins sur Picsou. C'est qui le gauchiste? C'est Don Rosa, celui qui est encore en vie. D'accord, Don Rosa, ok. Italien. Donc après, c'est gauchiste, mais gauchiste des années 70, donc en fait, c'est un mec normal. Mais voilà. Donc moi, ce que j'adore vraiment, c'est l'époque où évolue Picsou, quoi. C'est vraiment l'âge d'or de l'Europe et des pouvoirs européens sur Terre. Tu vois, c'est la fin du 19e, début 20e.
c'est le moment où il y avait les grandes opportunités, quoi. Tout était possible. Tu pouvais devenir riche avec le bétail au Far West. Tu pouvais faire la ruée vers l'or, les mines d'or en Afrique du Sud, chercher des opales ou autres conneries en Australie. Enfin, vraiment, il vit toutes les aventures. Hein. Voilà, c'est aussi la manière d'avoir une bonne vue sur l'histoire. Et ça, c'est une période de l'histoire où, en fait, on n'a pas vraiment je trouve, en tout cas en France, d'œuvres positives sur cette période de l'histoire. C'est vrai, parce que en même temps, c'est le pic de la domination des Européens sur le monde. Donc, c'est jamais vraiment montré d'une bonne manière. C'est colonialisme, etc. En fait, Picsou fait une fenêtre ultra positive sur la mentalité de l'époque. Rien que la morale qu'il dégage, c'est comme Vika, c'est exactement l'éthique protestante. Il travaille de manière acharnée. Pour lui, c'est pas juste pour bouffer, c'est une vocation divine, tu vois, de bosser. C'est le même instinct qui a propulsé nos ancêtres à ériger des empires, comme le père Vika à créer des nouvelles innovations. Et voilà, ça, tout cet esprit-là, c'est en gros au cœur de chaque aventure de l'oncle Picsou. Donc voilà, Picsou, c'est la matérialisation de la philosophie du rêve américain. Je sais pas si vous connaissez pas forcément sa vie. En gros, c'est un Écossais super pauvre qui part avec rien en Amérique, qui fait des dizaines et des dizaines d'aventures, et par un travail acharné à chaque fois. Il ne va jamais se poser au saloon ou au poker pour perdre son fric. Du coup, les pauvres et le bas peuple, la populace, le rejettent. Ils ont directement un ressentiment envers lui. Ils le détestent, ils tentent de l'arnaquer, mais lui s'en sort toujours par le travail. Les valeurs, les valeurs qu'il prône, c'est purement le travail. Et disons les valeurs protestantes américaines. Donc, c'est quoi, moi L'argent n'est pas une chose mauvaise. Il rejette les traditions dans le sens tout ce qui est, merde, comment on dit, superstition, magie, sentimentalité, luxe, tous les trucs irrationnels, inefficaces, inutiles. Ça, il dégage. Et lui, il veut juste gagner du fric. Pour lui, l'argent, c'est pas juste une valeur monétaire, c'est avant tout des souvenirs. C'est ça qui est intéressant. On a toujours l'image du canard qui est dans son bain, dans son coffre entièrement rempli de pièces. Mais bon, voilà, quand tu lis, tu te rends compte, en fait, c'est pas juste du fric, c'est sa tirelire personnelle. Il a d'autres actifs. Et chaque pièce, en fait, il la connaît par cœur. Pour elle, il la prend dans sa main et il a toutes les mémoires d'une aventure associées à cette pièce-là. Il connaît exactement l'emplacement de chaque pièce dans le coffre. Et voilà, en fait, on se rend compte que lui, il s'en fout complètement de l'argent. Il a juste accumulé cet argent parce que pour lui, c'est son vécu, en fait. C'est un genre de surhomme nietzschéen. Tu vois, il a bien géré la théorie de l'éternel retour. Sa vie est parfaite, en fait, selon lui. Il a du fric pour et le résultat direct de ses réussites dans la vie et des aventures qu'il a vécues. Je sais pas si ça te rappelle ma vie, peut-être. Non. Non, mais en fait, ce qu'il y a de marrant et d'intéressant, c'est de voir que justement, il y a au début, ce que j'avais bien compris, Picsou était juste une espèce de personnage secondaire, et puis finalement, avec, comment il s'appelle, Rossi, c'est ça? Le deuxième dessinateur? Rosa. Il a décidé de lui donner toute la profondeur nécessaire au personnage, un gros background lourd, et de réaliser que, en fait, voilà, Picsou, on aura toujours, c'est toujours ça, la couverture des Super Picsou Magazine ou des trucs comme ça, c'est lui qui est en train de nager dans son coffre-fort de pièces, quoi. Et finalement, donner une valeur sentimentale à chaque pièce, c'est assez osé. Ouais. C'est assez osé, même pour un mec de gauche. En fait, oui, il a, comment dire, Don Rosa, je parlais de l'auteur. Il est plus ou moins gauchias, mais il a pris tout ce qu'a fait l'auteur précédent, qui était conservateur. Il a respecté le canon à 100%, donc il y avait un cadre qui était positif de toute manière. Mais oui, au final, Picsou, c'est l'antithèse de la cupidité. C'est assez dingue. C'est-à-dire qu'il veut pas juste accumuler du fric, c'est juste de la passion. C'est quoi le pognon? C'est juste la résultante du travail et de... Ouais, c'est ça. Voilà.
Après, voilà, il a d'autres pognons. Encore une fois, c'est sa tirelire, le coffre géant. Mais voilà, après, il y a plusieurs pics, bien sûr. Plusieurs fois, il est confronté à des RSAistes modernes, des décroissants. Il attend autour de son coffre avec des pancartes de l'argent pour. C'est écrit comme ça dans le comic. Donc, de l'argent pour les paris. La société me doit un salaire, ce genre de choses, et il les envoie chier. Pour C'est vrai? Oui, bien sûr, il y a Je ça. savais pas qu'il y avait des trucs comme ça, en fait. Mais Il ça y a, il y va a ça, en fait, plus loin que... Karl Barks a même été à un moment jusqu'à faire une histoire où il y a une tornade qui arrive, qui explose le coffre de Picsou et l'argent est redistribué de manière égale parmi tous les habitants de la ville alentour. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont complètement cons parce qu'ils revendent tout, ils arrêtent de bosser. Et Picsou reste le seul mec qui gère une ferme et qui continue à vendre des œufs. Et à la fin, il fait monter les prix à $1 million pour l'œuf et il récupère tout son argent, quoi. Il te fait des histoires sur la stupidité des gens. Enfin bref. Non, mais c'est Normalement, c'est ouais. ça qui est génial dans ce que tu exposes, parce que Picsou, d'une manière globale, si on n'a pas pris le temps de lire ce dont tu parles, on peut rester sur des images de BD amusantes, et puis aussi aux jeux vidéo, et à la bande à Picsou, des trucs comme ça, voilà, où on se dit c'est un espèce d'Indiana Jones qui en fait part pour récupérer les trucs par cupidité et tout ça, alors qu'en fait non, il y a une morale derrière le personnage. Il y a toute une Ouais, il y a construction plus ou moins une morale. En fait, il a quand même un mauvais côté, parce que à plusieurs reprises dans la BD, on voit quand même que plusieurs fois il est tiraillé entre retourner à une vie simple dans la nature ou je ne sais quoi. Il est tiraillé entre un côté croissant et décroissant. Euh, ouais, entre la vie dans une vallée paradisiaque du Canada ou alors découvrir sa plus grosse pépite d'or et devenir enfin millionnaire. Et on voit qu'il a de la folie dans les yeux quand même quand il s'agit de fric. Bon, voilà, c'est son background familial. Il est un peu dingue et il réussit même à s'engueuler avec toute sa famille à un moment en Afrique où c'est sa seule mauvaise action en tant que businessman, c'est bon, après avoir acheté une mine de diamants pour genre des centimes brillants, tu vois, avec un chef de tribu. Ce qui est maintenant un épisode qui est censuré maintenant, bien sûr. Peut-être qu'il va un peu loin quand il décide de cramer un village africain parce que voilà, ils étaient pas ok pour lui vendre les terres. Du coup, c'est sa seule mauvaise action et il est hanté forever par un zombie vaudou après ça. Donc on peut même dire qu'il y a une morale un peu plus mainstream avec ça. Mais même là, quand même c'est sympa parce qu'aujourd'hui on ne retrouverait pas d'œuvre où en fait on est propulsé à l'époque où les Européens étaient tellement dominants sur le globe que la seule chose qui les empêchait de cramer un village random en Afrique, c'était leur propre sens de la morale. Donc c'est rafraîchissant. Ouais, c'est assez incroyable en fait. Pour avoir lu plutôt que ce soit du Astérix ou du Lucky Luke ou du Tintin, des choses comme ça, il n'y avait pas cette profondeur. Mais c'est peut-être certainement aussi parce que c'est américain. C'est possible. Que l'approche est plus décomplexée. Ils s'autorisent des thématiques de manière un petit peu plus débridée. Oui, et puis il a vécu les plus grandes époques des derniers siècles. C'est-à-dire les grands bouleversements. Les grands bouleversements. Oui, en fait, on revit tous les bouleversements, un passage de la voile à la vapeur, tout en fait. Il y a tout, donc ça donne une bonne culture, surtout que tous les personnages sont réels. Hein. Je veux dire, ils rencontrent plusieurs fois Roosevelt, on apprend pas mal de petits détails qui font vraiment une bonne culture générale pour un gosse. Enfin, un gosse, je pense que c'est plutôt un adolescent qui doit lire ça. En fait, même c'est fait pour adultes, en fait. Don Rosa prétend que c'est pour les adultes. Mais est-ce que tu penses pas que ça reste quand même accessible malgré tout? Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et que finalement, même si tu maîtrises pas complètement le double sens ou tous les détails qu'il y a dans le moindre dessin de Don Rosa, un enfant peut quand même s'amuser et s'éclater. Un enfant va même capter tous les détails parce que les détails sont là aussi pour occuper les gosses. Mais vraiment, bon, il y a des fans adultes. Même moi, je l'ai lu récemment et vraiment, ça vaut largement vos mangas de merde, etc. Vraiment largement. Quelle finesse dans l'analyse et dans la comparaison. Non, c'est vraiment pas mal. Ensuite, voilà, ça autour, on s'imagine Donald, Mickey, tout ça, donc pour les gosses. Mais non, au final, c'est beaucoup plus mature, Picsou.
Et Du coup, qu'est-ce que tu recommanderais alors pour commencer alors sur un non, mais c'est Picsou? la jeunesse de Picsou, tout simplement. La Ça jeunesse de reprend Picsou? tout. Ouais, Jeunesse, ouais, donc alors la jeunesse. est-ce que sur internet tu vas l'avoir? En Enfin, Non, si tu on veux l'acheter en n'encourage pas papier, ce genre de choses, mais ça se négocie quand même déjà assez cher maintenant, mais ça n'a il y a pas beaucoup été de gens, je pense, réédité. qui ont si, Ça sûrement, n'a pas mais été. voilà, on va pas claquer, 30 balles pour un album, Heu, Ah bah, c'est marrant parce que tu nous as vendu un truc comme étant, ah oui, génial mais avec attends, plusieurs boutons de lecture et puis derrière tu nous Picsou a dis des teints sur moi, tu comprends? Enfin, il a des teints sur moi, d'accord. seulement pour la radinerie. C'est-à-dire que bon, je l'ai lu toute mon enfance, mais j'en ai pas tiré les Mmh. leçons, qu'en fait, il faut être un auto-entrepreneur, et travailler comme un fou toute sa vie, bizarrement, tu vois? Ce qui est Mmh. c'est le 2e effet, ça te montre aussi que la génétique est importante. Parce que tu vois? En tout Ah cas, mais il m'a filé la tu trop radinerie jeune et pour le comprendre. les techniques d'esquive fiscale, qu'il fait souvent aussi. Ah, ça reste, un truc de libertarien américain, au final. C'est le rêve libertarien, ce mec. Mmh. Enfin, Comment tu définis, libertarien, oh attention, là, faudrait préciser? tu m'attaques parce que tu Non, sais que la en plupart des mots choses que je simples, dis en mots simples, en mots simples. Non, non, pour quelqu'un qui ne comprendrait pas réellement, en fait, qui saurait pas, ce que veut dire libertarien, comment tu le définirais? oh non, mais ça, c'est des théories, économiques, mais c'est il se fait entièrement tout seul, sans demander d'aide à personne et sans devoir, rien à Voilà, personne. Il le OK, fait, d'accord, c'est tout ce que je voulais il savoir. il le fait d'ailleurs de manière honnête, et c'est ses Le rivaux, self-made man. Gripsou et cetera, que c'est vraiment le self-made man. Vraiment cette Mmh. histoire-là qui est épique, en fait, et bizarrement on entend plus trop, alors que c'était vraiment le truc central, des œuvres américaines ou occidentales à une certaine époque. En fait, voilà, Picsou, c'est, la synthèse, en gros, de tous les self-made man, des années, 1800, fin 1800, aux États-Unis. Donc tous les grands noms, là, Rockefeller, Carnegie, et cetera, J'ai une question, mon cher vas-y. Alphonse, si tu me permets. L'absence d'interprétation et de représentation de la sexualité de Picsou ne serait pas l'exégèse du puritanisme de la société américaine du XXe siècle? Il y a quelque chose, en La tout cas. question est posée. La question est posée. La Ah, question est mais posée. Mais il y a une réponse, elle est hein, pas mal, elle est pas mal, parce que mais il y a un seul, en fait, il a un love interest, je sais pas comment dire en français, une romance, quoi, oui, oui, avec oui. une gérante de En saloon. français, tu peux dire une escorte. Non, 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 il a une romance, Non, non, non. avec une escorte de saloon, mais on voit jamais rien à part un bisou, tu vois. Euh, et enfin, c'est ultra, disons, sain et beau, vraiment. C'est idéalisation maximale. C'est vraiment la monogamie à la protestante. C'est genre, tu idéalises à mort la nana et ça devient un genre de semi-déesse. Et c'est exactement ça dans Picsou. Et c'est pas mal du tout. C'est un extrême monogame, même Ouais, mais s'il vit que dans les souvenirs. Il a pas de gosse, malheureusement. Il a mal géré, mais voilà, c'est parce qu'il a toujours été en conflit entre ses intérêts alors, personnels et l'argent. il me semble me souvenir que justement dans la vidéo du jour du grenier, il parle d'un moment où il fait l'amour, justement. Et il y a un, faudrait que je Attends, retrouve ça, c'est ça. l'interprétation du joueur du grenier, qui est quelqu'un de libidineux. Euh, je veux dire, à un Non, non, moment, mais c'est oui, vraiment, il peut-être y a un ils sont bisou dans et une puis après, cabane. voilà, un bisou et après, il y a la cabane vue de loin où Oui, c'est Franck, ça, oui, je suis il d'accord, consomme. peut-être. Et après, oui, il y a deux, trois sous-entendus. Il y Mmh. a deux, trois sous-entendus, même assez ouvertement, peut-être grivois. Mais bon, voilà, généralement, ça reste extrêmement safe. Il n'y a pas de cul Mais non, comme mais dans Tintin. il y a pas de cul dans Tintin non plus. C'était la vanne. Mais je pense que c'était une époque, quoi. C'était une époque où rien que de montrer une cheville, on était une dévergondée un peu. Ouais, attention, il est pas, enfin, il représente cette époque, mais il l'a écrit genre dans les années 70, le père Don Rosa, voire peut-être même 80 en fait. C'était Mmh. déjà la modernité, hein. Mais Mmh. ça représente cette époque et c'est entièrement, c'est vraiment l'esprit de cette époque et c'est vraiment une fenêtre Une positive, capsule quoi. Sur, temporelle. ouais, c'est vraiment pas mal. Tu ressens l'époque, enfin l'air du temps de cet âge d'or des pays européens où est l'Amérique et Mmh. l'Australie, tout ça, tout le monde en fait. Et sans aucune
comment appelleront ça? Enfin, des déformations modernes sur l'époque. C'est vraiment, Mmh. voilà, voilà. Donc Et voilà, ben, faites-le lire à vos gosses, au moins si vous le lisez pas, c'est vraiment 100 une bonne influence. en fait, pour faire même plus simple, la jeunesse de Picsou est un ouvrage à avoir. Ce que j'en ai compris, en tout cas. Ouais, clairement. Je pense Mmh. qu'en termes de BD, puis il faut quand même connaître, Picsou, Donald et tout, sinon, dans le monde moderne, tu n'as pas la moitié des Mais refs, en termes en tout cas, de travail sur le fond du personnage et sur la forme avec la patte graphique de Rosa, par exemple, il y a quelque chose de... Il y a une œuvre complète. C'est comme ça que je le ressens dans tes explications. Ouais, malheureusement, je crois qu'il y a pas vraiment de portage, en animé, ou je crois qu'il y a eu un truc, les aventures de la bande à Picsou, je ne sais quoi, mais c'est Ouais, considéré comme mais une c'est pour les hérésie, gosses, hein, c'est pour les voilà, gosses. par, oui, c'est C'est vraiment, gosse, et où l'oncle Picsou est juste on l'oncle, est, mais rien on est de, plus proche des minicums qu'autre chose, voilà. quoi. Et il y a quand même Bah oui, un mais après, ouais. semi-culte autour de Picsou, sur internet. Mhm. Il y a un album, du mec de Nightwish qui est dédié entièrement à la lecture de Picsou. Mais Enfin, il y a pas mal de choses. comment ça se concrétise, ça? C'est-à-dire, c'est le mec de Nightwish, donc il fait du métal. Donc c'est quoi? C'est Ouais, mais une il a fait espèce c'est d'opéra plutôt rock ou... symphonique, hein, c'est du piano, du violon, tout ça. Moi, j'ai découvert ça, hier, hein. Mais voilà, D'accord. il fait des morceaux qui correspondent aux plus gros, enfin, les aventures de Picsou les plus iconiques, donc La Ruée vers l'or, tout ça. Et non, c'est vraiment pas mal. Rien que le détail, sérieusement, rien que le détail des cartouches, déjà, c'est un Mm. plaisir de lire. Parce qu'il y a voilà, il y a un détail énorme. Peut-être que après tu as peut-être dû voir ça sur, la vidéo du joueur du grenier. J'imagine qu'il a passé un petit Et il l'a moment vendu, là-dessus. Bien sûr. Il a expliqué que la Ben voilà, patte, donc, le déjà dessin de convaincu Rosa est par. impressionnant, quoi. C'est-à-dire Oui, qu'il c'est vraiment impressionnant. C'est il se dense. passe toujours quelque chose en arrière-plan. Il y a vraiment énormément de détails. Oui, il y a au moins 3 histoires en Chaque, fait en même temps, que ce soit avec des souris ou des conneries dans l'arrière-plan. Toujours, Mhm. plusieurs choses, et après il arrive à les relier, toutes entre elles. Le mec est un génie, de la BD, clairement. Si tu veux, tu lis Tintin, c'est le désert, à côté, parce qu'il y a zéro détail. Tintin, il a pas une ride, il n'y a pas une plume, qui se barre ou quoi, il a pas un épi, il a juste sa mèche. Et voilà, il y a pas vraiment de relief. Elle t'énerve, hein, sa mèche, hein. T'as envie de la Exactement, mais couper. c'est ça. Je respecte De Grelle, mais pas Tintin, quoi. Euh, Quoique, même pas en fait. Mais bon, Chaque fois qu'on dit De Grelle, moi je pense de toute façon à celui qui fabrique des couverts. je connais pas, tu as des rêves que j'ai pas. C'est Guy De Grelle, c'était une pub. Guy De Super. Grelle, c'est un fabricant de couverts. Voilà. Et donc dès qu'on me parle de Grelle, moi je pose la question à celui qui fait des couverts. D'ailleurs, Voilà. s'il y a de la grêle, il faut sortir couvert, quoi. Enfin, bref. Ça c'est pas génial, ça par contre, hein, si je Ouais, puis on me fait permettre, avec le, monsieur. on fait avec le matériel, qu'on a dans l'instant, hein. Et voilà, Exact. donc, au Mais moins, écoute, très bien en tout cas. ouais, Très bien. j'imagine qu'il a une fabrique de ciment, si ça peut aider à faire une transition avec la rubrique d'avant. Mais voilà, Le ouais, pont le en but c'était ciment de avec la rubrique plonger d'avant. dans les œuvres culturelles, et comment ça peut, véhiculer, peut-être, une image positive, de l'Occident, et peut-être une image qu'on a plus assez, quoi. L'Occident conquérant, Hmm. l'Occident ultra positif, et la Une, une, supériorité des Anglo-Américains, une mentalité qu'on a perdue, effectivement. Ouais. qui est plus trop au goût du jour. Et ouais, bien joli aussi rubrique à braque. Bien jolie première rubrique à braque, mon cher Alphonse aussi. On a commencé avec deux génies de haut vol, un qui a existé et un autre qui a été inventé. Mais après, on parlera donc, ouais, bon, mettant à côté le génie de l'artiste qui a mis en page le personnage de Picsou. Bah, ma foi, une conclusion par rapport à Picsou en dehors de c'est bien, lisez-le. Ah. Ah bah écoute, on peut partir, sur des trucs lyriques, hein, mais en fait, on pourrait juste dire, c'est bien, lisez-le, c'est surtout faites-le lire aux gosses, en fait, parce que je me rends compte maintenant que Ouais. c'est probablement une des meilleures BD que j'aurais pu avoir, étant jeune. Mhm. Ça, déjà, rien que pour la culture G, c'est super, et voilà, pour la vision du monde de l'époque, et positif, c'est super, et puis les leçons de vie, tout ça, bon, moi, je les ai pas apprises, mais
Elles sont très très bien, quoi. Au moins, elles sont Vous là, avez elles sont sur papier, tu les as à portée de main, comme un c'est ça, bouquin on de peut. développement personnel, tu sais. En vrai, si tu T'es pas obligé de le lire, mais tant que si tu l'as, tu c'est déjà pas ah, mal. mais si tu prends Picsou comme développement personnel et que tu décides de suivre son mindset, etc. à la lettre, tu deviens forcément riche, c'est obligé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Si tu te comportes comme lui, tu vas être un super être humain, en fait, parce qu'il a un sens très très haut de la morale. Enfin, plusieurs fois, il a fait une seule mauvaise action, et c'était en Afrique, donc c'était une coutume locale, quoi. Et, et sur le reste, c'était parfait. C'est chat perché, en fait. C'est ça. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, excellent. Excellent, tout ça. Je vous propose ma partie à moi, puisque moi, je vais vous parler de cinéma, mais plutôt de cinéma d'horreur. À l'heure où les nuits s'allongent et à l'approche d'Halloween, des films d'horreur, c'est quand même pas mal. Et moi, j'en ai gardé 5 films d'horreur que j'aimerais bien présenter. Le genre, c'est le cosmic horror. Alors, d'après vous, d'où vient ce genre? Je vais vous faire participer un peu. Je suis trop cultivé, donc je dirais Lovecraft. Et voilà, exactement. On va pas besoin d'aller chercher trop loin, effectivement. J'ai choisi 5 films, en fait, qui sont inspirés de l'univers de Lovecraft. Pas des films qui reprennent une nouvelle de Lovecraft, parce que dans ce moment-là, j'aurais pu prendre Dagon, j'aurais pu prendre La couleur tombée du ciel, From Beyond, ou plein d'autres films comme ça, Castle Freak et tout. Non, j'ai Réanimator. voulu... Réanimator, oui, effectivement aussi, Réanimator, qui est une nouvelle de Lovecraft aussi. Donc qui c'est un film de merde. Non, ça incarne parfaitement une époque, on va dire Réanimator. La nouvelle aussi est très très bien, d'ailleurs, elle est à lire. Mais c'est une époque... personnellement, si c'est une époque... je préfère quand même l'époque de Picsou, parce que Réanimator... non, ne je te remettrai parle jamais de de la tête... Bon, bref. Le Réanimator, je parle d'une époque de film. Une époque de film, pas l'époque dans le film, mais une époque de film. D'accord. Très fin 80, début 90. Alors voilà, on va commencer avec L'Antre de la Folie. Alors, est-ce que vous l'avez vu? L'un de vous deux, personne n'a vu? Ça me dit rien du tout. Ça vous dit rien? Alors, L'Antre de la Folie, c'est un Carpenter. Il est sorti en 1994. C'est une espèce d'immersion dans l'univers de Lovecraft, mais par la porte de l'auteur lui-même. Je vais vous lire le résumé qui m'avait été donné. Le film suit John Trent, un enquêteur en assurance spécialisé dans la détection de fraude. Il est engagé pour enquêter sur la mystérieuse disparition de Sutter Kane, un auteur de romans d'horreur extrêmement populaire dont les écrits semblent avoir un effet déstabilisant sur les lecteurs. Les œuvres de Kane sont censées être liées à des manifestations de folie collective chez ses admirateurs. Donc il va enquêter et il va trouver que ce fameux Sutter Kane est installé dans une ville. Alors je me souviens plus de la ville. C'est Hobbs End, voilà la ville. Et en gros, voilà, Sam Neill arrive dans ce village et il va commencer à enquêter. Et bien sûr, on va y retrouver, toutes les caractéristiques, c'est-à-dire l'église en plein milieu du village qui finalement paraît à l'extérieur comme une espèce d'entité possédée, non pas un refuge où tu peux échapper aux démons. Tous les habitants du village semblent avoir quelque chose à cacher. Alors comme c'est un Carpenter, voilà, on est un petit peu moins dans l'indicible. Il y a quand même des choses qui sont assez graphiques. Le film a un peu vieilli, on va dire, au niveau des effets spéciaux, mais ça reste de l'animatronique ou des choses comme ça. Mais néanmoins, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne plongée dans la folie, puisqu'il y a un côté un peu comme... je pense que ça a inspiré Ring, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'en regardant le film, on va devenir fou nous-mêmes. Donc voilà, c'est pas le film le plus connu de John Carpenter, c'est pas son meilleur film, ça se laisse regarder, c'est pas le plus effrayant de la liste. Un bon petit film. Ensuite, j'ai choisi, de manière peu surprenante, mais un film qui est sorti en 1997 et qui a été réalisé par Paul W. Sanderson, qui d'ailleurs est responsable, lui, des films des Resident Evil. Est-ce que c'est Event Horizon? Event Horizon, exactement. Oh, nice. Je l'ai regardé récemment. Tu l'as vu récemment? Alors là, Oui. on est carrément dans l'horreur cosmique, et puis cosmique, oui, parce qu'en plus, on est dans l'espace. Alors, il ne faut pas trop spoiler, mais ça se déroule en 2047, lorsque le vaisseau spatial expérimental Event Horizon est équipé d'un propulseur capable de plier l'espace-temps pour des voyages plus rapides que la lumière, disparaît mystérieusement lors de son premier vol. Des années plus tard, il réapparaît aux abords de Neptune. Alors, résumé un peu bizarre, mais en fait, qu'il y a de bien dans ce film, on est
extrêmement aussi dans Lovecraft, c'est-à-dire que les choses ne sont pas vues. Elles sont plutôt entendues. L'ambiance sonore est extrêmement bien foutue, j'ai trouvé dans ce film. Je sais pas ce que toi t'en penses, Alphonse. Mais Peut-être j'ai on regardé sans le a son. ça vaut vraiment le coup. Le sound design est vraiment très bien. Parce que un des trucs qui est marquant dans ce film, c'est que donc voilà, on a le vaisseau qui disparaît, puis qui réapparaît. Donc il y a une mission qui est dépêchée pour aller sur ce vaisseau pour voir ce qui s'est passé, pour essayer de trouver des survivants, patati patata, tout ça, quoi, grand classique. Et il y a un passage qui, moi, m'avait bien marqué, c'est quand ils écoutent le dernier enregistrement audio. Et il est tout bonnement terrifiant, puisqu'on entend les gens hurler, supplier, et ça met dans l'ambiance. Donc voilà, et après, on passe notre temps justement à se dire, à se demander d'où vient la menace. C'est vraiment la menace fantôme indicible. Les gens deviennent fous, puisque de toute façon, avec Lovecraft, être confronté aux grands anciens ou même à leur culte vous pousse dans la folie. Mais c'est non, mais c'est comme d'habitude, il joue sur le fait que l'horreur est indicible. Du coup, c'est l'intellect du spectateur, enfin l'imaginaire du spectateur qui se met à jouer, et du coup, ça stimule les tendances schizophréniques. C'est vraiment très bon. D'ailleurs, c'est vraiment une thématique qu'on retrouve systématiquement. C'est passer dans des endroits où il aurait jamais fallu, et puis quand tu reviens, tu es plus le même. Alors pour enchaîner, pour aller un petit peu plus vite, le suivant, c'est un film beaucoup plus récent, c'est The Void. Alors c'est un film canadien qui est sorti donc en 2016, et il y a quand même un grand hommage de manière générale aux films d'horreur des années 80, même si principalement c'est très très Lovecraftien. On retrouve quand même des hommages, là, par exemple Cronenberg et le body horror. Là aussi il y a de l'indicible, mais il y a aussi de l'horreur assez graphique. Donc je prends un résumé qui m'a été proposé, c'est le film commence avec le shérif Daniel Carter qui découvre un homme ensanglanté près d'une route déserte. Il le transporte à l'hôpital local où le personnel médical est en train de déménager en raison d'un incendie criminel. Alors je sais pas si vous l'avez vu, The Void. Non. Mathieu. Je ne crois pas. Non plus, j'ai pas vu grand-chose, moi. Voilà, The Void, si vous cherchez, vous avez l'image de personnes avec des toges blanches et un espèce de triangle sur le visage, en fait sur la toge. Et voilà, c'est ça là, c'est ces espèces de personnages autour du bâtiment empêchent les gens de partir. Et bien sûr, il apparaît à l'intérieur même du bâtiment la graine de folie qui s'installe. Et de la transmutation aussi, bien sûr, parce qu'il y a des corps qui se transmutent. Donc il y a le côté vraiment très oppressant des personnages assez étranges autour, parce qu'on sent que c'est vraiment un culte qui se regroupe autour de l'hôpital. Et vu qu'il se passe des choses à l'intérieur de l'hôpital, on sent bien que de toute façon, on va pas y échapper. Qu'il n'y a vraiment aucune issue. Il est vraiment pas mal terrifiant, celui-là. Il est bien malsain. C'est un classique de l'horreur pour qui a aimé les films d'horreur des années 80-90 et qui aime le genre horreur cosmique Lovecraftienne avec de l'indicible, comme à chaque fois. Alors, le truc quand même que je reproche, mais ça c'est un peu partout sur tous les films, c'est que c'est plus facile dans les livres d'être dans l'indicible, mais dans les films, quand on a des producteurs, les réalisateurs n'ont pas souvent ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire la main mise sur le montage final du film. Du coup, on se retrouve souvent avec des fins qui sont un peu décevantes parce qu'elles sont un peu trop explicites. Elle ne laisse pas trop dans le questionnement. C'est un peu le cas avec The Void, mais ça n'enlève pas, on va dire, la qualité globale et le crescendo en tension qui monte progressivement. Avec, de toute façon, voilà, les gens à l'extérieur qui se rapprochent et la folie à l'intérieur qui n'a de cesse de grandir. C'est un peu comme The Thing, c'est-à-dire qui est fou et qui n'est pas fou parmi les protagonistes. Le quatrième, toi, tu l'as vu, et quand je l'avais annoncé, tu avais dit qu'il était cool, c'est The Endless. Ouais, il est vraiment bien. Il est vraiment indicible, flippant. Et alors moi, je suis un homme, donc j'ai une capacité à l'abstraction. Mais même ma femme a aimé. Oui, c'était vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est pas un truc d'autiste. Il est vraiment bon. Lui, ouais, vraiment. Moi, il m'a fallu un petit peu de temps avant de comprendre la notion d'endless, justement. C'est vraiment la scène du mec dans cette espèce de tente qui moi, m'a traumatisé le plus.
C'est horrible. Euh, C'est horrible. mais en fait, voilà, le film, par contre, est extrêmement il commence d'une manière extrêmement bizarre, puisque c'est deux frères qui ont quitté une secte, qui finalement décident d'y retourner. Vraiment, le début, moi, m'a laissé un peu perplexe. C'est pour ça que j'ai du mal à le résumer. Je résumerai ça de manière basique. C'est vraiment deux frères qui ont grandi dans une secte, qui ont réussi à s'enfuir et qui finalement décident d'y retourner. Ils se rendent compte qu'ils ont eu raison de se barrer, peut-être. C'est pas vraiment du spoil de dire que c'est pas souhaitable d'être sur place, long terme. Oui, mais disons que voilà, c'est vraiment la volonté d'y retourner qui reste quand même un peu nébuleuse. Oui, ça, c'est vrai que c'est nébuleux, mais il fallait bien quelque chose pour kickstart le film. Et la volonté d'y retourner, c'est aussi qu'ils ont une énorme vie de merde, en fait. Ils vivent voilà, comme un asio dans le 9-3. Ils vivent très mal. Ils sont très malheureux dans leur journée. Et ils se disent qu'ils se sont pas réadaptés à la vie normale. C'est-à-dire que voilà. Voilà, c'est vrai qu'ils ont encore la secte en eux. Ils veulent aller dans leur communauté décroissante, jouer de la guitare. C'est vrai que c'est une communauté décroissante, effectivement. Mais il y a vraiment des scènes qui sont assez impressionnantes. Il n'y a pas vraiment de progrès. Ils avancent Mm. jamais dans le temps. Enfin voilà, c'est des merdes, quoi. Non, c'est vraiment super. C'est inattendu. En fait, on met même du temps à comprendre exactement ce qui se passe dans cette putain de communauté. Exactement. Et quand on comprend, c'est vraiment horrible. Et même en y repensant là, alors que je l'ai regardé il y a plus d'1 an, je suis en mode putain, c'est vraiment horrible. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont assez atroces. Il y a, après, pour dévoiler pas plus que ce qu'il y a, par exemple, dans la bande-annonce, tu vois, le coup du jeu de la corde est super étrange, parce qu'à chaque fois, en fait, on essaye de se dire, est-ce que c'est surnaturel ou est-ce que c'est normal? Quand le mec décide de plonger pour aller chercher la boîte dans les temps, ou des choses comme ça, il n'y a pas réellement de jump scare en soi. C'est pas une horreur basique, ouais. La fin est par contre, voilà, c'est comme tout. Moi, je trouve que la fin est peut-être un peu trop. Je pense que c'est une libération à la fin, quand même. Très très bon film qui aborde le cosmic horror d'une autre façon, puisque c'est d'une façon. Là, J'ai on est mis du vraiment temps à comprendre qu'il était inspiré des œuvres de Lovecraft. Pour moi, c'était juste un film pas con. En fait, non, c'était inspiré de Lovecraft. Donc c'est vraiment bien fait parce que tu vois pas les... inspiré de Lovecraft parce que justement, voilà, on est moins dans les. En fait, il parle de Dieu, il parle de grands. Le film est réalisé d'une façon presque un peu basique, un peu road trip, tu sais. Et donc du coup, il y a que de temps en temps par sursaut où tu as du surnaturel qui arrive. Alors que par exemple dans The Void, tu es tout de suite plongé dans une ambiance surnaturelle. Tu sais que c'est vraiment tout est surnaturel, qu'il y a rien qui fonctionne de manière normale. Alors que The Endless, c'est vraiment particulier. T'as vraiment des côtés très, très basiques. T'as des moments de vie très simples dans la communauté qui s'entrechoquent avec des moments où on n'arrive toujours pas, on ne sait pas sur quel pied danser. Si c'est sur du surnaturel ou pas. Pour moi, j'ai regardé vraiment à l'arrache comme ça. The Endless, c'est très accessible. Je ne sais pas si les autres, c'est plus un mets de connaisseurs peut-être. Mais en tout cas, The Endless... The Endless, c'est le moins horreur classique. C'est effectivement, on peut le voir de manière un petit peu plus casual. Que ce soit L'Antre de la Folie, Event Horizon ou The Void, les trois premiers sont vraiment purement des films d'horreur. Dans le sens premier du terme. Et dans le sens Event Horizon est quand même, je trouve, quand même bien moins profond que The Endless. Oui, mais justement, ce que je disais, ce sont vraiment des films d'horreur très, très basiques. Ils ont les codes. Ils ont tous les codes du film d'horreur fin des années 80, début des années 90, même années 90 tout court, où on a l'animatronique, on a de l'horreur, on a du sang, on a l'ambiance, les sonorités et tout ça. The Endless, c'est vraiment autre chose. Dans la liste, il est vraiment à part. Il m'a beaucoup plu. Très bonne surprise. Et pour finir, je vais finir vraiment avec un qui est très récent, qui date de 2020. C'est Underwater, avec Kristen Stewart. Et là, c'est le cosmic horror, mais sous l'eau, tout simplement. Donc, c'est des gens qui travaillent dans une plateforme pétrolière, et ils ont foré là où ils n'auraient jamais dû forer. En fait, voilà. Classique. C'est un grand classique. Donc, il y a une série de secousses sismiques qui endommagent la station, et donc l'équipage se retrouve coincé sous l'eau en équipage réduit parce qu'il y a eu plein de morts, et ils doivent sortir pour aller rejoindre une autre plateforme.
Le film en lui-même maintient quand même une tension assez intéressante. Là, on se rapproche de l'indicible Lovecraftien aquatique, donc Dagon et tout ça. C'est un peu comme Alien 2 sous l'eau, on devait le voir comme ça. C'est pas le film de l'année, mais ça fait le travail. Le fait que je sois sous l'eau, c'est quand même un domaine qu'on maîtrise beaucoup moins. Les abysses et tout ça, donc ça fait autant peur que l'espace infini. L'avantage, c'est quand même, bon, même si on a au casting Kristen Stewart, la majeure partie des acteurs ne sont pas particulièrement connus, et c'est toujours ce qui fait la force d'un film d'horreur, c'est de ne pas avoir des acteurs très connus, ce qui nous permet de ne pas savoir qui va mourir, qui va rester en vie. Et c'est toujours un plus, en fait, vraiment, dans le film d'horreur. Bon, t'as les poncifs habituels du passer devant, je vous rejoins, ou des choses comme ça. Mais voilà, t'as quand même des grands moments de tension qui arrivent, avec des trucs qui peuvent se jouer à quelques secondes près, où moi, je me suis pris quand même à être un peu emporté dans cette histoire. Pourtant, voilà, le scénario en lui-même, comme on le dit, c'est une plateforme pétrolière sous l'eau qui subit des secousses. Alors d'où viennent ces secousses? Qu'est-ce que ça a réveillé? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe? Tout ça, quoi. Et la fin est too much, mais elle est bien. Donc c'est plutôt un bon film. Ouais. Voilà mon top 5. Donc pour le résumer, je le reprends. C'est L'Antre de la Folie, Event Horizon, The Void, The Endless et Underwater. 5 films pour s'amuser pour Halloween. Donc voilà, donc c'était ma petite participation pour la toute première du comptoir. Alors, un petit bilan, mes amis, cette première. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Pas si mal. Bilan, oui, plus de monde, plus d'engueulades, ce sera plus marrant. Ça, ce sera la terrasse qui nous le donnera sûrement. Donc quoi d'autre? Bah après, il faut rendre à nous ce qui appartient à nous, c'est qu'il fallait des pionniers un petit peu. Ah oui, bien sûr, on est Picsou du podcast Brave, bien sûr. On est le Louis Vika de la radio, quoi. Les Louis Vika de la radio, exactement. Donc en tout cas, bon, on espère que ceux qui ont pris le temps de nous écouter auront passé quand même un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec... alors, soit à nouveau des génies occidentaux, soit à nouveau une rubrique à baraque, soit à nouveau un top peut-être d'autres, peut-être un appel aux autres intervenants, peut-être brave de tout pays, unissez-vous, un truc comme ça. Brave de tout pays, unissez-vous. Alors, ce que l'on peut dire effectivement, c'est que si certains braves ont envie de partager, alors que ce soit un one-shot ou sur une rubrique récurrente, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous en parler. On en discutera et on verra s'il est possible de mettre en place ça pour que ça fasse l'objet d'une présence pour le comptoir. En tout cas, pour ce soir, les discussions de comptoir sont terminées. On va fermer la taverne. De toute façon, au comptoir, c'est les irréductibles, c'est les derniers qui restent, donc c'est nous qui allons fermer. On va finir les verres. Merci à tout le monde de payer avant de partir. La maison n'accepte pas l'échec. Voilà, l'échec. On ne peut pas appeler les gens au prochain... plus d'argent, en 3 mots, bien sûr. À donner un peu plus d'argent. Oui, et puis à participer, à venir à la taverne le soir, de temps en temps, sur le groupe des Braves vérifiés. Rappelons que le comptoir des Braves est un spin-off de la taverne des Braves qui a lieu, on va dire, presque tous les soirs sur le groupe des Braves dédié, effectivement, à 20h. Dès qu'il y a un tavernier, il ouvre la taverne et puis vous pouvez venir discuter librement de tout sujet. Vous pouvez même faire des tunnels de discussion si vous le souhaitez. En ciment, exactement. Bonne ambiance assurée. Vous pouvez même venir juste en auditeur passif pour écouter. En tout cas, c'est un plaisir. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à venir vous présenter sur la taverne et à venir partager vos expériences, vos points de vue, échanger avec tout le monde. Il y a des habitués, mais les nouveaux sont toujours les bienvenus. En tout cas, merci à tous. Merci à Mathieu. Et merci à Alphonse et merci à notre éminence grise qui finalement a été assez calme ce soir. Et on vous dit à très bientôt à tous. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.